9. La prudence et l'art politique. Suite. L'intuition des singuliers. Une des formes de la connaissance sera assurément de savoir le bien qui est propre à soi-même. Mais cette connaissance-là est très différente des autres espèces. Et on pense d'ordinaire que celui qui connaît ses propres intérêts et qui y consacre sa vie est un homme prudent, tandis que les politiques s'occupent d'une foule d'affaires, d'où les vers d'Euripide. Mais quand serais-je sage, moi, à qui il était possible de vivre à l'abri des affaires, simple numéro perdu dans la foule des soldats participant au sort commun, car les gens hors de pair et qui en font plus que les autres. Ceux qui pensent ainsi ne recherchent que leur propre bien et ils croient que c'est un devoir d'agir ainsi. Cette opinion a fait naître l'idée que de pareils gens sont des hommes prudents. Peut-être cependant la poursuite par chacun de son bien propre ne va-t-elle pas sans économie domestique, ni politique, l'homme étant un animal politique. En outre, la façon dont on doit administrer ses propres affaires n'apparaît pas nettement et demande examen. Ce que nous avons dit est d'ailleurs confirmé par ce fait que les jeunes gens peuvent devenir géomètres ou mathématiciens ou savants dans les disciplines de ce genre, alors qu'on n'admet pas communément qu'il puisse exister de jeunes hommes prudents. La cause en est que la prudence a rapport aussi aux faits particuliers, qui ne nous deviennent familiers que par l'expérience, dont un jeune homme est toujours dépourvu, car c'est à force de temps que l'expérience s'acquiert. On pourrait même se demander pourquoi un enfant qui peut faire un mathématicien est incapable d'être philosophe, ou même physicien. Ne serait-ce pas que parmi ces sciences, les premières s'acquièrent par abstraction, tandis que les autres ont leurs principes dérivés de l'expérience, et que dans ce dernier cas, les jeunes gens ne se sont formés aucune conviction et se contentent de paroles, tandis que les notions mathématiques, au contraire, ont une essence dégagée de toute obscurité. Ajoutons que l'erreur dans la délibération peut porter soit sur l'universel, soit sur le singulier. Si on soutient par exemple que toutes les eaux pesantes sont pernicieuses ou bien que telle eau déterminée est pesante, et que la prudence ne soit pas science, c'est là une chose manifeste. Elle porte en effet sur ce qu'il y a de plus particulier, comme nous l'avons dit, car l'action à accomplir est elle-même particulière. La prudence dès lors s'oppose à la raison intuitive. La raison intuitive, en effet, appréhende les définitions pour lesquelles on ne peut donner aucune raison, tandis que la prudence est la connaissance de ce qu'il y a de plus individuel, lequel n'est pas objet de science, mais de perception. Non pas la perception des sensibles propres, mais une perception de la nature de celle par laquelle nous percevons que telle figure mathématique particulière est un triangle. Car dans cette direction aussi on devra s'arrêter. Mais cette intuition mathématique est plutôt perception que prudence, et de la prudence l'intuition est spécifiquement différente. 10. Les vertus intellectuelles mineures, la bonne délibération. La recherche et la délibération diffèrent, car la délibération est une recherche s'appliquant à une certaine chose, à savoir aux choses de la moralité. La délibération est donc une espèce de la recherche qui l'enferme comme son genre. Nous devons aussi appréhender quelle est la nature de la bonne délibération, si elle est une forme de science ou opinion, ou justesse, de coup d'œil, ou quelque autre genre différent. Or, elle n'est pas science, on ne cherche pas les choses qu'on sait, alors que la bonne délibération est une forme de délibération et que celui qui délibère cherche et calcule. Mais elle n'est pas davantage justesse de coup d'œil, car la justesse de coup d'œil a lieu indépendamment de tout calcul conscient et d'une manière rapide, tandis que la délibération exige beaucoup de temps, et on dit que s'il faut exécuter avec rapidité ce qu'on a délibéré de faire, la délibération elle-même doit être lente. Autre raison, la vivacité d'esprit est une chose différente de la bonne délibération. Or, la vivacité d'esprit est une sorte de justesse de coup d'œil. La bonne délibération n'est pas non plus une forme quelconque d'opinion. Mais puisque celui qui délibère mal se trompe et que celui qui délibère bien délibère correctement, il est clair que la bonne délibération est une certaine rectitude. Mais on ne peut affirmer la rectitude ni de la science ni de l'opinion. Pour la science, en effet, on ne peut pas parler de rectitude, pas plus que d'erreur. Et pour l'opinion, sa rectitude est vérité. Et en même temps, tout ce qui est objet d'opinion est déjà déterminé. Mais la bonne délibération ne va pas non plus sans calcul conscient. Il reste donc quelle est rectitude de pensée, car ce n'est pas encore une assertion, puisque l'opinion n'est pas une recherche, mais déjà une certaine assertion, tandis que l'homme qui délibère bien ou mal recherche quelque chose et calcule. Mais la bonne délibération étant une certaine rectitude de délibération, nous devons donc d'abord rechercher ce qu'est la délibération en général, et sur quel objet elle porte. Et rectitude étant un terme à sens multiple. Il est clair qu'il ne s'agit pas ici de toute rectitude, quelle qu'elle soit. En effet, l'homme intempérant ou pervers, s'il est habile, atteindra ce qu'il se propose à l'aide du calcul, de sorte qu'il aura délibéré correctement, alors que c'est un mal considérable s'il s'est procuré
qu'il s'est procuré. Or, on admet couramment qu'avoir bien délibéré est en soi-même un bien, car c'est cette sorte de rectitude de délibération qui est bonne délibération, à savoir celle qui tend à atteindre un bien. L'éuboulia est en elle-même un bien et ne saurait tendre qu'au bien. L'accomplissement d'une bonne action est quelque chose d'indivisible ou d'adoption, où l'adoption des moyens se confond avec la réalisation de la fin. Mais il est possible d'atteindre même le bien par un faux syllogisme et d'atteindre ce qu'il est de notre devoir de faire, mais en se servant non pas du moyen qui convient, mais à l'aide d'un moyen terme erroné. Par conséquent, cet état en vertu duquel on atteint ce que le devoir prescrit, mais non cependant par la voie requise, n'est toujours pas bonne délibération. On peut aussi arriver au but par une délibération de longue durée, alors qu'un autre l'atteindra rapidement. Dans le premier cas, ce n'est donc pas encore une bonne délibération, laquelle est rectitude eu égard à ce qui est utile, portant à la fois sur la fin à atteindre, la manière et le temps. En outre, on peut avoir bien délibéré soit au sens absolu, soit par rapport à une fin déterminée. La bonne délibération au sens absolu est dès lors celle qui mène à un résultat correct par rapport à la fin prise absolument, alors que la bonne délibération a un sens déterminé est celle qui n'aboutit à un résultat correct que par rapport à une fin elle-même déterminée. Si donc les hommes prudents ont pour caractère propre le fait d'avoir bien délibéré, la bonne délibération sera une rectitude en ce qui concerne ce qui est utile à la réalisation d'une fin, utilité dont la véritable conception est la prudence elle-même. 11. Les vertus intellectuelles mineures, suite l'intelligence et le jugement. L'intelligence aussi et la perspicacité qui nous font dire des gens qu'ils sont intelligents et perspicaces ne sont pas absolument la même chose que la science ou l'opinion, car dans ce dernier cas, tout le monde serait intelligent et ne sont pas davantage quelqu'une des sciences particulières, comme la médecine, science des choses relatives à la santé, ou la géométrie, science des grandeurs, car l'intelligence ne roule ni sur les êtres éternels et immobiles, ni sur rien de ce qui devient, mais seulement sur les choses pouvant être objets de doute et de délibération. Aussi porte-t-elle sur les mêmes objets que la prudence, bien qu'intelligence et prudence ne soient pas identiques. La prudence est en effet directive, car elle a pour fin de déterminer ce qu'il est de notre devoir de faire ou de ne pas faire, tandis que l'intelligence est seulement judicative, car il y a identité entre intelligence et perspicacité, entre un homme intelligent et un homme perspicace. L'intelligence ne consiste ni à posséder la prudence ni à l'acquérir, mais de même que d'apprendre s'appelle comprendre, quand on exerce la faculté de connaître scientifiquement, aussi comprendre s'applique à l'exercice de la faculté d'opinion, quand il s'agit de porter un jugement sur ce qu'une autre personne énonce dans des matières relevant de la prudence. Et par jugement, j'entends un jugement fondé, car bien est la même chose que fondé, car bien est la même chose que fondé. Et l'emploi du terme intelligence pour désigner la qualité des gens perspicaces est venu de l'intelligence au sens d'apprendre, car nous prenons souvent apprendre au sens de comprendre. Ce qu'on appelle enfin jugement, qualité d'après laquelle nous disons des gens qu'ils ont un bon jugement ou qu'ils ont du jugement, est la correcte discrimination de ce qui est équitable. Ce qui le montre bien, c'est le fait que nous disons que l'homme équitable est surtout favorablement disposé pour autrui. La Sun Yun est la qualité qui nous paraît comprendre les raisons d'agir d'une autre personne. C'est la largeur d'esprit et par suite l'indulgence et le pardon. Et que montrer dans certains cas de la largeur d'esprit est équitable. Et dans la largeur d'esprit, on fait preuve de jugement en appréciant correctement ce qui est équitable. Et juger correctement, c'est juger ce qui est vraiment équitable. 12. Relation des vertus dianoétiques entre elles et avec la prudence. Toutes les dispositions dont il a été question convergent, comme cela est normal, vers la même chose. En effet, nous attribuons jugement, intelligence, prudence et raison intuitive indifféremment aux mêmes individus, quand nous disons qu'ils ont atteint l'âge du jugement et de la raison, et qu'ils sont prudents et intelligents, car toutes ces facultés portent sur les choses ultimes et particulières, et c'est en étant capable de juger des choses rentrant dans le domaine de l'homme prudent qu'on est intelligent, bienveillant et favorablement disposé pour les autres. Les actions équitables étant communes à tous les gens de bien dans leur rapport avec autrui. Or, toutes les actions que nous devons accomplir rentrent dans les choses particulières et ultimes, car l'homme prudent doit connaître les faits particuliers, et de leur côté, l'intelligence et le jugement roulent sur les actions à accomplir, lesquelles sont des choses ultimes. La raison intuitive s'applique aussi aux choses particulières, dans les deux sens à la fois, puisque les termes premiers, aussi bien que les derniers, sont du domaine de la raison intuitive et non de la discursion. Dans les démonstrations, la raison intuitive appréhende les termes immobiles et premiers, et dans les raisonnements d'ordre pratique, elle appréhende le fait dernier et contingent, c'est-à-dire la prémisse mineure, puisque ces faits-là sont principes de la fin à atteindre, les cas particuliers servant de point de départ pour atteindre les universels. Nous devons donc avoir une perception des cas particuliers, et cette perception est raison intuitive.
C'est pourquoi on pense d'ordinaire que ces états sont des qualités naturelles. Et bien que personne ne soit philosophe naturellement, qu'on possède naturellement jugement, intelligence et raison intuitive, une preuve c'est que nous croyons que ces dispositions accompagnent les différents âges de la vie, et que tel âge déterminé apporte avec lui raison intuitive et jugement, convaincu que nous sommes que la nature en est la cause. Voilà pourquoi encore la raison intuitive est à la fois principe et fin, chose qui sont en même temps l'origine et l'objet des démonstrations. Par conséquent, les paroles et les opinions indémontrées des gens d'expérience, des vieillards et des personnes douées de sagesse pratique, sont tout aussi dignes d'attention que celles qui s'appuient sur des démonstrations, car l'expérience leur a donné une vue exercée qui leur permet de voir correctement les choses.